À 30 km au nord-est du village d'Anaktuvuk-Pass, le cadavre d'un élan mâle, adulte pesant environ 400 kg, a été découvert à environ 8 mètres au-dessus du sol, à la jonction de deux troncs d'épicéa noirs. L'animal était retourné, la tête en bas, et ne présentait aucune blessure visible caractéristique d'une attaque par un prédateur. Cette découverte était la 4e du genre au cours des 2 derniers mois. Je m'appelle Daniel, je travaille depuis 11 ans comme agent du département de la sécurité publique de l'Alaska dans le nord de l'État. Anaktuvuk-Pass est un village isolé de Nunamiuts esquimaux, situé au cœur de la chaîne de montagnes Brooks, avec une population d'environ 300 personnes. C'est le seul village autochtone situé à l'intérieur de la réserve nationale de Gates of the Arctic, un territoire de plus de 34 000 km² de nature arctique sauvage. La ville la plus proche, Fairbanks, se trouve à 400 km au sud, et on ne peut s'y rendre qu'en avion ou en motoneige en hiver. Le village s'étend dans une vallée entre deux chaînes de montagnes à environ 700 mètres d'altitude. C'est ici que passe l'ancienne route migratoire du caribou, un cerf nord-américain que les chasseurs locaux utilisent depuis plus de 10 000 ans. Des fouilles archéologiques montrent que cette vallée servait de point de transit pour les chasseurs à l'époque où les mammouths erraient dans les environs. On trouve régulièrement dans le sol des pointes de flèches en pierre et des grattoirs vieux de 6 à 7 000 ans. Les Nunamiuts eux-mêmes appellent cet endroit Anaktok, lieu des excréments, car les caribous y laissent de leurs crottes pendant leur migration printanière et automnale. Le climat y est subarctique, avec des températures descendant jusqu'à moins 50 degrés Celsius en hiver. La nuit polaire dure de fin novembre à mi-janvier, période pendant laquelle le soleil ne se lève pas du tout à l'horizon. En été, c'est le jour polaire, et le soleil ne se couche pas de la mi-mai à la fin juillet. La végétation se compose de bouleaux nains, de saules et de quelques sapins sur les versants sud, où le microclimat est un peu plus doux. La majeure partie de la vallée est constituée de toundra avec des mousses, des lichens et des carex. Ma juridiction couvre un territoire de la taille d'un petit pays européen, mais il n'est habité que par 1 millier de personnes, réparties dans plusieurs villages et camps de chasseurs. La plupart des appels concernent des problèmes quotidiens, parfois la recherche de touristes ou de chasseurs égarés. Les crimes graves sont rares, ici. Tout le monde se connaît et le contrôle social fonctionne mieux que n'importe quelle police. Les principaux risques dans cette région sont liés à la nature. Hypothermie, rencontres avec des ours, chutes sous la glace, tempêtes de neige dans lesquelles une personne peut mourir de froid en quelques heures. Le premier cas étrange s'est produit le 21 août de la même année. Un chasseur nommé Thomas a découvert un grizzly mort à environ 15 km à l'ouest du village. L'ours était un gros mâle pesant, selon les estimations, environ 270 kg. La carcasse a été trouvée dans le lit d'un ruisseau asséché, entre des rochers. La position de l'animal était inhabituelle, il était couché sur le dos, les 4 pattes tendues vers le haut, comme si quelqu'un l'avait soigneusement placé dans cette position. Thomas, chasseur depuis 30 ans, m'a dit qu'il n'avait jamais vu un ours mourir dans une telle position. En général, ils se réfugient dans leur tanière ou trouvent un endroit isolé. Il n'y avait aucune blessure ni trace de lutte sur le corps. J'ai photographié la découverte, prélevé des échantillons de tissu pour analyse et envoyé un rapport à Fairbanks. Le vétérinaire du département de la pêche et de la chasse, après avoir examiné les photos et les échantillons, n'a pas pu déterminer la cause du décès. Les analyses n'ont révélé aucun signe d'empoisonnement, d'infection ou de lésions internes. Le rapport indiquait que l'ours était en bonne santé et en bonne forme physique au moment de sa mort. Son âge était estimé à environ 12 ans.
La conclusion ressemblait à une question, arrêt cardiaque pour une raison indéterminée. J'ai classé le document dans les archives et j'ai oublié l'affaire. Dans la nature, des animaux meurent tous les jours et il n'était pas toujours possible d'en déterminer la cause. Le deuxième incident s'est produit le 15 septembre. Cette fois, on a trouvé un loup, ou plus précisément une louve de la meute locale, que les chasseurs ont reconnue grâce à une cicatrice caractéristique sur le museau. Elle a été découverte à 2 km de la limite nord du village, sur les rives de la rivière Anaktuvuk. La louve gisait sur un rocher plat, au milieu de la rivière, à une quinzaine de mètres de la rive. Le niveau de l'eau était bas, la rivière n'atteignait pas le rocher d'environ 1 mètre. Cela signifiait que quelqu'un ou quelque chose avait délibérément déposé le corps à cet endroit, car le loup n'aurait pas pu grimper seul sur cette pierre et mourir dans cette position. L'animal était couché sur le côté, les pattes tendues, la tête reposant sur ses membres antérieurs, comme si la louve s'était endormie paisiblement. J'ai inspecté le lieu de la découverte avec Nathan, un chasseur et pisteur local dont les ancêtres vivaient dans cette région depuis au moins 300 ans. Nathan a examiné attentivement les berges et le rocher lui-même. Aucune trace de lutte, aucune empreinte de pattes ni de sang. Sur la vase de la rive, il n'y avait que des traces de chaussures humaines, les miennes et celles des 2 habitants qui avaient été les premiers à apercevoir la louve. Le courant de la rivière était trop faible pour avoir pu emporter le corps jusqu'à la pierre. Nathan est resté silencieux pendant une dizaine de minutes, regardant l'animal mort, puis il a prononcé une phrase en inupiaq que je n'ai pas comprise. Quand je lui ai demandé de traduire, il a répondu « La vieille chose s'est réveillée ». Il n'a rien expliqué de plus. Il a juste secoué la tête et est parti. J'ai tiré la louve du rocher à l'aide d'une corde et l'ai examinée. Aucune blessure, la fourrure était propre, les dents intactes. Il n'y avait aucun signe de maladie ou d'épuisement. J'ai de nouveau prélevé des échantillons pour les analyser et les ai envoyés à Fairbanks. Le résultat est arrivé une semaine plus tard, le même que pour l'ours. Animal en bonne santé, mort sans cause apparente. Dans la colonne « Cause possible du décès », il y avait un mot qui signifie généralement que les spécialistes ne savent pas quoi écrire. Cardiomyopathie. En substance, cela signifie que le cœur s'est simplement arrêté. Le 3e cas s'est produit le 7 octobre. Un groupe de géologues, travaillant dans le cadre d'un programme d'évaluation des ressources minérales sur le territoire de la réserve naturelle, a découvert un carcasse de carcajou au sommet d'une colline d'environ 200 mètres à l'est du village. Le carcajou gisait au centre d'une calvitie parfaitement ronde dans la mousse, d'un diamètre d'environ 2,5 mètres. La mousse autour était verte et saine, mais à l'intérieur du cercle, elle était complètement sèche et brunâtre, comme si elle avait été brûlée. L'animal lui-même se trouvait exactement au centre de ce cercle, couché sur le ventre, les pattes tendues, la tête tournée strictement vers le nord. Les géologues m'ont appelé par téléphone satellite. Je suis arrivé en hélicoptère avec un garde forestier du parc national nommé Mark. Nous avons passé plusieurs heures à examiner les lieux. Mark a prélevé des échantillons de sol à l'intérieur et à l'extérieur du cercle, a mesuré le pH et a vérifié la présence de contaminants chimiques à l'aide d'un analyseur portable. Aucune anomalie. Le sol à l'intérieur du cercle était exactement le même qu'à l'extérieur, à l'exception du fait que la mousse était morte. Aucune trace de feu, de produits chimiques ou de radiation. La température du sol était normale. Le carcajou, comme les animaux précédents, ne présentait aucune lésion visible et semblait en bonne santé. Nous avons photographié l'endroit sous tous les angles. J'ai même lancé un drone pour filmer le cercle vu d'en haut. Les photos montraient donc clairement un cercle parfait de mousse morte avec le corps sombre du carcajou au centre. Les géologues ont dit que de telles formations se produisent parfois. On les appelle cercles de sorcières.
mais elles sont généralement associées à des champignons qui poussent en spirale à partir du centre, appauvrissant le sol. Ici, il n'y avait aucun champignon, aucun signe d'activité biologique qui aurait pu expliquer un tel effet. Nous avons emporté le corps du carcajou et j'ai de nouveau envoyé des échantillons pour analyse. Les résultats sont arrivés 8 jours plus tard. Même histoire. Un animal en bonne santé, un arrêt cardiaque soudain. Dans ses commentaires supplémentaires, le vétérinaire a écrit qu'il avait trouvé des traces d'eau dans les poumons du carcajou, ce qui pouvait indiquer une noyade, mais l'animal avait été trouvé sur une colline sèche, à plusieurs kilomètres du plan d'eau le plus proche. Cela n'avait aucun sens. Après le 3e cas, j'ai commencé à recueillir des informations de manière plus systématique. J'ai dressé une carte des découvertes, noté les dates, les espèces animales et les particularités de chaque cas. Les 3 points formaient un triangle irrégulier dont les côtés mesuraient environ 20, 17 et 15 km. Le village d'Anaktuvukpas se trouvait presque exactement au centre de ce triangle. J'ai montré la carte à Marc, qui m'a proposé de vérifier s'il y avait eu des cas similaires auparavant. Nous avons consulté les archives du département des 20 dernières années. Il s'est avéré que des découvertes étranges d'animaux morts dans des endroits ou des positions inhabituelles étaient enregistrées assez régulièrement, environ une fois tous les 3 ou 4 ans. Au total, 6 cas similaires ont été enregistrés en 20 ans. En 1999, un caribou a été retrouvé suspendu aux branches d'un arbre. En 2003, une ours avec ses 2 oursons ont été retrouvés, tous 3 allongés en rang sur un terrain découvert, la tête tournée dans la même direction. En 2007, un aigle s'est retrouvé dans une crevasse à 50 mètres de hauteur, bien qu'il ne puisse pas voler à cause d'une aile cassée qui avait déjà commencé à se ressouder. À chaque fois, les animaux étaient en bonne santé. La cause du décès n'a pas été établie et les cas ont été attribués au processus naturel de la vie sauvage. Mais aujourd'hui, la fréquence de ces événements a augmenté. 4 cas en 2 mois, au lieu d'un seul en plusieurs années. Quelque chose a changé. Je ne crois pas au surnaturel. Mon travail exige une pensée rationnelle et le respect des procédures. Mais les faits étaient là. Des animaux sauvages en bonne santé de différentes espèces mouraient soudainement et se retrouvaient dans des endroits ou des positions qui ne correspondaient à aucune logique de leur comportement ou de leur capacité physique. Le 19 octobre, lorsque l'élan a été découvert dans l'arbre, j'ai compris que je ne pouvais plus ignorer la situation. Un élan de 400 kg à 8 mètres de hauteur, ce n'est pas seulement une anomalie, c'est une impossibilité physique. Aucun prédateur ne pouvait tisser une telle carcasse dans un arbre. Les grizzlies traînent parfois leurs proies dans les arbres, mais seulement des proies d'os relativement petites, et généralement des animaux déjà morts et de taille beaucoup plus réduite. Ici, un mâle adulte, l'un des plus grands animaux terrestres de la région, était suspendu dans la cime d'un sapin comme s'il avait été placé là par une grue. Je me suis rendu sur les lieux de la découverte le lendemain du signalement. La forêt était située sur le versant sud de la chaîne de montagnes, où le climat était un peu plus doux et les arbres plus denses. Les épicéas noirs atteignaient ici 15 mètres de hauteur, ce qui est inhabituel sous ces latitudes. L'arbre avec l'élan se trouvait au bord d'une petite clairière, près d'un ruisseau alimenté par les eaux de fonte des glaciers, situé plus à dos sur le versant. Le terrain était relativement accessible et offrait une bonne visibilité. L'élan était suspendu la tête en bas, ses bois appuyés contre le tronc de l'arbre, ses pattes arrière coincées dans la fourche entre 2 grosses branches. La position semblait presque soignée, comme si quelqu'un avait spécialement placé l'animal de manière à ce qu'il ne tombe pas. La peau était intacte, il n'y avait pas de sang sur l'arbre ni sur le sol en dessous. Je fis le tour de l'arbre en examinant le sol. Aucune trace de lutte, aucune empreinte de pattes de grands prédateurs,
Il n'y avait que les traces des sabots de l'élan lui-même, qui menaient du ruisseau à l'arbre et s'arrêtaient à environ 3 mètres du tronc. J'ai appelé Nathan pour qu'il m'aide à inspecter les lieux. Il est arrivé 2 heures plus tard, en motoneige. Nous sommes restés debout en silence, regardant l'élan mort au-dessus de nos têtes. Nathan a fait 2 fois le tour de l'arbre, s'est accroupi pour examiner le sol, puis s'est approché du ruisseau et a regardé les empreintes de sabots sur la rive boueuse. Puis, il est sur les revenus et a dit « L'élan a bu de l'eau hier soir, vers 21 heures. Puis, il s'est dirigé vers l'arbre. Les traces sont normales, calmes. Il ne courait pas, il n'était pas effrayé. Il est arrivé à l'arbre et a disparu. » Je lui ai demandé ce qu'il entendait par « disparu ». Nathan a montré les dernières empreintes de sabots. Il se tenait ici, puis il n'y a plus de traces. Il n'a pas sauté, il n'a pas couru. Il n'y a tout simplement plus de traces. Et puis, il était là. Il a fait un signe de tête vers la carcasse dans la cime de l'arbre. Nous avons descendu l'élan de l'arbre à l'aide de cordes et d'un bloc. Cela a pris plus de 2 heures. Lorsque la carcasse est tombée au sol, j'ai procédé à un examen minutieux. Aucune blessure, aucune plaie, aucun bleu ni fracture. Les bois étaient intacts, ce qui est étrange, car si l'animal avait vraiment été soulevé et jeté dans l'arbre, les bois se seraient brisés sous le choc. Le pelage n'était pas ébouriffé et la peau ne présentait aucune égratignure causée par les branches. Les yeux étaient fermés, ce qui est également inhabituel pour un animal mort dans un état de stress ou à la suite d'un traumatisme. Habituellement, les yeux restent ouverts. J'ai prélevé des échantillons de tissu standard, photographié le corps sous tous les angles et documenté chaque détail. Nathan était assis sur un tronc d'arbre renversé, non loin de là, et regardait la forêt. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit « Mon grand-père parlait de ces choses. Son grand-père aussi. C'est très ancien. Ça existe depuis longtemps. D'habitude, ça dort. Mais parfois, ça se réveille. » Je lui ai demandé de m'expliquer plus en détail. Nathan a secoué la tête. Nous n'avons pas de mot approprié en anglais. Dans notre langue, cela s'appelle « Nunalukatuk ». Cela signifie à peu près « ce qui marche sous la terre », mais qui n'est pas la terre. Les anciens disaient que c'était l'esprit de la vieille terre qui existait avant la glace. Quand la grande glace est arrivée et a tout recouvert, certaines choses sont parties profondément et se sont cachées. Mais elles ne sont pas mortes, elles ont attendu. La glace a disparu, mais elles sont restées. Elles sont très lentes, très silencieuses. Elles dorment la plupart du temps, mais parfois, elles bougent, et alors des choses étranges se produisent. J'ai noté le nom en inupiaq. Je lui ai demandé de le répéter plusieurs fois pour bien entendre la prononciation. Nathan m'a averti de ne pas en parler dans le village, surtout aux anciens. Il n'aime pas que l'on parle de ces choses à voix haute. Selon lui, les conversations attirent l'attention. Si vous parlez de quelque chose, cela c'est que vous pensez à lui. Mieux vaut ne pas y penser. Nous avons chargé la carcasse de l'élan sur la remorque de la motoneige et sommes retournés au village. J'ai envoyé les échantillons à Fairbanks par courrier urgent sur le prochain vol. Dans la note d'accompagnement, j'ai demandé une analyse aussi complète que possible, y compris la toxicologie, la pathologie, tout ce qui était possible. J'ai également demandé à être mis en contact avec quelqu'un de l'Université d'Alaska spécialisé dans le comportement des grands mammifères. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un professeur de zoologie de Fairbanks, Robert. Il avait étudié mon rapport et les photos des 4 cas. Sa première question a été « Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'une blague cruelle ?» J'ai répondu que j'en étais sûr. La région est trop isolée, le climat trop rude, et techniquement, cela aurait été presque impossible. Soulever un élan de 400 kg à 8 mètres de hauteur sans équipement spécialisé est une tâche qui relève d'une équipe professionnelle
disposant de la technologie nécessaire, et non d'un simple farceur. Robert a réfléchi un instant, puis a déclaré « J'étudie le comportement des animaux sauvages depuis 32 ans. J'ai travaillé dans le monde entier. J'ai vu beaucoup de choses étranges, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Chaque cas isolé peut s'expliquer par une anomalie rare ou une coïncidence, mais 4 cas en 2 mois, avec différentes espèces animales, c'est une tendance, et les tendances impliquent une cause. Le problème, c'est que je ne trouve aucune cause qui ait du sens. Je lui ai demandé de me recommander la marche à suivre. Il m'a suggéré d'installer des caméras de surveillance aux endroits où les animaux avaient été découverts et d'essayer de filmer quelque chose d'inhabituel. Il m'a également dit qu'il enverrait mes documents à ses collègues d'autres universités, au cas où quelqu'un aurait déjà été confronté à un phénomène similaire. Nous avons convenu de rester en contact. J'ai commandé 6 caméras de surveillance équipées de détecteurs de mouvement et de capteurs infrarouges pour la vision nocturne. Elles sont arrivées 1 semaine plus tard. Avec Marc, nous avons installé les caméras dans un rayon de 30 km autour du village. Environ 2 à chaque endroit où les animaux avaient été trouvés. Les caméras étaient programmées pour filmer tout mouvement dans un rayon de 50 mètres et envoyer les données au serveur via un canal satellite. Les 3 premiers jours, les enregistrements étaient normaux. Des caribous passant à proximité, un renard explorant le territoire, un grizzly fouillant le sol à la recherche de racines. La vie normale de la nature sauvage. La 4e nuit, le 27 octobre, la caméra numéro 3, installée près de l'endroit où le carcajou avait été trouvé, a enregistré quelque chose d'étrange. L'enregistrement a commencé à 23h47. La caméra était fixée sur le tronc d'un sapin à environ 3 mètres de hauteur, l'objectif dirigé vers la même zone dépourvue de mousse où gisait le carcasse du carcajou 1 mois auparavant. Sous la lumière infrarouge du mode nuit, le paysage ressemblait à une photographie en noir et blanc aux contrastes anormalement vifs. La mousse brillait d'un gris pâle, les troncs des arbres semblaient presque blancs, les ombres entre eux étaient d'un noir absolu. Pendant les 30 premières secondes de l'enregistrement, il ne s'est rien passé. Puis, un mouvement est apparu dans le coin inférieur droit de l'image. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une perdrix ou d'un lièvre, mais le mouvement était trop fluide, trop lent. Quelque chose de sombre rampait sur le sol, du bord du cadre vers le centre, vers cette même zone dégarnie. La forme était indéfinie, de la taille d'un gros chien environ, mais la silhouette changeait constamment, comme si l'objet n'avait pas de structure rigide. J'ai arrêté l'enregistrement, je suis revenu quelques secondes en arrière et j'ai activé la lecture, image par image. Sur certaines images, on voyait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un animal. L'objet n'avait pas de membres, au sens habituel du terme. Il se déplaçait comme une vague lente, coulant à la surface du sol. Sa consistance ressemblait à celle d'un liquide épais ou d'une masse très visqueuse qui conservait sa forme générale, mais changeait constamment de détail. La couleur dans le spectre infrarouge était froide, presque identique à la température ambiante, ce qui est étrange pour tout être vivant. Les animaux à sang chaud brillent plus intensément dans le spectre infrarouge. Les animaux à sang froid ont également une signature thermique différente de celle de l'arrière-plan. Cette chose était presque indiscernable du sol. L'objet a atteint le centre de la zone dégarnie et s'est arrêté. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé, puis sa surface a commencé à onduler, comme de l'eau dans laquelle on aurait jeté une pierre. Les ondulations partaient du centre vers les bords, puis revenaient, créant un motif d'interférence. Cela a duré environ 1 minute, puis quelque chose ressemblant à une excroissance ou à un tentacule a commencé à s'élever du centre de la masse, très lentement, millimètre par millimètre. En 5 minutes, il a atteint une hauteur d'environ 30 cm, puis s'est arrêté
et s'est figé. Je regardais l'écran, sentant mon pouls s'accélérer. Cela dépassait complètement mon expérience et mes connaissances. J'avais vu de nombreux animaux dans la nature, étudié leur comportement, lu des ouvrages sur les espèces rares, mais je n'avais jamais rien vu de tel. La forme du mouvement, l'absence de signature thermique, la texture même de l'objet, tout cela ne correspondait à aucune catégorie d'êtres vivants que je connaissais. L'excroissance a commencé à se balancer d'un côté à l'autre, très lentement, comme une algue dans un courant sous-marin. Puis, elle s'est brusquement courbée, à angle droit, et a touché le sol à 1 mètre de la masse principale. Au point de contact, la mousse a commencé à noircir, littéralement sous mes yeux, en quelques secondes. La tache sombre s'est propagée en cercle, augmentant de diamètre. Lorsqu'elle a atteint environ 1 demi-mètre, la ramification s'est redressée et est revenue en position verticale. Toute la masse de l'objet a commencé à tourner lentement autour de son axe. Un tour complet a pris environ 3 minutes. Pendant la rotation, de petites gouttes ou des fragments se sont détachés des bords de la masse, tombant sur le sol et disparaissant dans le sol en quelques secondes. À chaque goutte qui tombait, la mousse autour devenait encore plus sombre. Au bout de 15 minutes, toute la zone dégarnie avait augmenté d'environ 1 demi-mètre de diamètre. Puis l'objet a commencé à rétrécir. Il semblait s'enfoncer dans le sol, s'affaissant et se dissolvant en même temps. L'excroissance a disparu en premier, puis la masse principale a commencé à s'aplatir et à se répandre à la surface, devenant de plus en plus fine. Au bout de 10 minutes, il n'en restait plus rien de visible. Il ne restait sur le sol qu'une calvitie de mousse morte qui s'était agrandie. L'enregistrement a continué pendant 2 heures, mais rien d'autre ne s'est produit. J'ai tout revu 3 fois, en prenant des captures d'écran des moments clés, pour essayer de comprendre ce que j'avais vu. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'une sorte de mucus ou de moisissure, mais leur mobilité et leur schéma de mouvement étaient complètement différents. Les mucilages se déplacent, mais très lentement et de manière prévisible, ils se nourrissent de matières organiques à la surface. Cette chose se comportait différemment, presque de manière ciblée, comme si elle explorait ou marquait son territoire. J'ai envoyé l'enregistrement à Robert avec une description détaillée. La réponse est arrivée 6 heures plus tard. Il m'a écrit qu'il avait montré la vidéo à 3 collègues de différents domaines: la microbiologie, la zoologie et la botanique. Personne n'a pu identifier l'organisme. Le microbiologiste a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une colonie d'organismes primitifs, agissant comme un tout. Mais ce comportement n'est pas caractéristique des espèces connues dans les conditions arctiques. Le zoologiste a déclaré que les mouvements ressemblaient à ceux de certaines espèces d'invertébrés marins, mais que de tels organismes ne vivaient pas sur Terre, surtout à une température proche de 0 degré. Le botaniste a refusé de commenter, déclarant seulement que cela ne correspondait à aucune classification des formes de vie végétale. Robert a demandé la permission d'envoyer la vidéo au laboratoire de cryptozoologie d'un institut de recherche privé. J'ai accepté, même si j'étais sceptique à l'égard de la cryptozoologie. Mais dans cette situation, j'étais prêt à envisager toutes les explications possibles. Les jours suivants, j'ai vérifié les enregistrements des autres caméras chaque matin. Rien de similaire n'est réapparu. La vie habituelle de la taïga, caribou, petits prédateurs, oiseaux. Le 7e jour après cet étrange enregistrement, la caméra numéro 5, installée près de l'endroit où la louve avait été trouvée sur un rocher dans la rivière, a enregistré une autre anomalie. L'enregistrement a commencé à 4 heures du matin. On voyait le bord de la rivière, le rocher au milieu de l'eau et la rive opposée. La rivière était peu profonde, environ 30 cm, et l'eau coulait lentement. Le niveau avait encore baissé depuis l'installation de la caméra. La première neige était déjà tombée. La température se maintenait à -8 degrés et les petits ruisseaux commençaient à geler.
Un caribou est apparu dans le cadre, un jeune cerf, à en juger par la taille de ses bois. Il est sorti sur la rive droite, s'est arrêté près de l'eau et a commencé à boire. Un comportement normal, rien d'inhabituel. Le cerf a bu pendant environ 1 minute, puis a levé la tête, a regardé autour de lui et a fait un pas dans l'eau. Encore un pas. Il avançait lentement, prudemment, vérifiant le fond avec ses sabots. Il a atteint le milieu de la rivière, jusqu'à cette pierre, et s'est arrêté à côté d'elle. Puis ses mouvements ont changé. Le cerf a commencé à grimper sur la pierre, mais pas comme le font les animaux. Habituellement, ils sautent ou grimpent en utilisant leur élan et leur force musculaire. Ce caribou grimpait doucement, comme s'il était lentement tiré vers le haut. Ses sabots avant touchèrent soit la surface de la pierre, puis ses sabots arrière se détachèrent du fond de la rivière, et tout le corps du cerf se déplaça doucement sur la pierre. Le mouvement était anormalement lent et régulier, sans à-coups, sans tension musculaire visible. Le caribou se leva sur le rocher, se tourna vers la caméra, fit 2 pas et s'allongea. Exactement comme la louve s'était allongée 1 mois auparavant. Sur le côté, les pattes tendues, la tête sur les membres antérieurs. La posture était trop précise, trop similaire pour être une coïncidence. Le cerf resta immobile pendant environ 30 secondes. Puis son corps eut un seul sursaut, très brusque, et s'immobilisa définitivement. Je savais que je venais d'assister à la mort. Un animal en bonne santé s'était couché et était mort sur le rocher, dans la même posture, au même endroit que la louve. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai appelé Marc. C'était vendredi 7 novembre, 6 heures du matin. Marc n'était pas ravi de recevoir un appel à cette heure-là, mais quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit qu'il serait prêt dans 22 minutes. Nous avons atteint la rivière en hélicoptère 1 heure plus tard. Le caribou était toujours allongé sur le rocher dans la même position. J'ai traversé la rivière à gué. L'eau était glacée et m'arrivait aux genoux. Je me suis approché du rocher et j'ai touché le cerf. Son corps était chaud, mais immobile. Ses yeux étaient mi-fermés. J'ai vérifié son pouls au niveau du cou, mais rien. L'animal était mort. Marc filmait tout depuis la rive. J'ai examiné le rocher sous tous les angles. La surface était normale. Du granit fluvial, lisse, à cause du contact permanent avec l'eau, recouvert d'une fine couche de dépôt verdâtre. Aucune égratignure, aucune trace indiquant une lutte ou quelque chose d'inhabituel. L'eau autour du rocher coulait calmement, sans tourbillon ni anomalie de courant. Nous avons tiré le caribou sur la rive et l'avons examiné en détail. Même constat. Animal en bonne santé, aucune blessure, aucun signe de maladie. J'ai prélevé des échantillons de tissu, photographié le corps et documenté tous les détails. Marc a mesuré la pierre, noté ses coordonnées exactes et prélevé des échantillons d'eau en amont et en aval. Quand nous avons eu terminé, il était déjà presque midi. Nous nous sommes assis sur la rive et avons bu du café chaud que Marc avait apporté dans un thermos. Il est resté longtemps silencieux, regardant la pierre, puis il a dit « Tu sais, je travaille dans cette réserve depuis 11 ans. Avant cela, j'ai travaillé à Yellowstone pendant 5 ans, puis à Denali pendant 3 ans. J'ai vu beaucoup de choses, des ours qui tuent des touristes, des loups qui poussent de des cerfs sur la glace et les noix. La nature est cruelle, mais elle a toujours une logique. Le prédateur tue sa proie parce qu'il a besoin de nourriture. Les animaux se disputent le territoire, les ressources. Mais ça, il fit un signe de tête vers le caribou mort. Ça n'a aucune logique, il n'y a pas de but. L'animal est venu à la rivière pour boire et des dos morts sur le rocher. Pourquoi? Dans quel but? Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais aucune explication. Nous avons chargé la carcasse dans l'hélicoptère et sommes retournés au village. Le soir, j'ai revu l'enregistrement. Cette fois, image par image, en étudiant chaque seconde. Le moment où le cerf grimpait sur le rocher semblait encore plus étrange,
lorsqu'on le regardait en détail. Ses sabots touchaient donc le rocher, mais on ne voyait pas la tension dans ses pattes qui devrait être présente lorsqu'un animal se hisse vers le haut. Le corps se déplaçait simplement de manière fluide, comme s'il était soulevé par une force invisible. J'ai envoyé l'enregistrement à Robert avec le rapport. J'ai également envoyé une copie au département de la pêche et de la chasse avec une demande d'analyse prioritaire des échantillons. Dans la note d'accompagnement, j'ai écrit que la situation sortait de l'ordinaire et nécessitait l'attention immédiate de spécialistes. La réponse du département est arrivée 2 jours plus tard. Les résultats de l'analyse étaient les mêmes que pour tous les animaux précédents. Individu en bonne santé, arrêt cardiaque soudain, cause indéterminée. Mais cette fois-ci, le pathologiste avait ajouté un commentaire supplémentaire. Il écrivait avoir détecté dans les tissus du caribou une concentration inhabituelle de calcium dans les muscles cardiaques, ce qui pouvait indiquer une sorte d'impact électrique. Mais pour le confirmer, des analyses supplémentaires étaient nécessaires, que leur laboratoire n'était pas en mesure d'effectuer. Robert m'a appelé le lendemain. Il m'a dit qu'il avait montré les 2 enregistrements, celui avec l'objet visqueux et celui avec le caribou mourant, à un groupe de chercheurs de différents domaines. Ils ont organisé une sorte de consultation d'urgence. Parmi les personnes présentes se trouvaient un géophysicien, un biochimiste, un neurologue et un spécialiste des phénomènes naturels anormaux. Le géophysicien a émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir dans cette région une anomalie géomagnétique qui affectait le système nerveux des animaux, provoquant un arrêt cardiaque. Il m'a demandé de mesurer le champ magnétique aux endroits où les découvertes avaient été faites. Le biochimiste a émis l'hypothèse d'une toxine inconnue d'origine naturelle, peut-être sécrétée par des organismes souterrains ou des processus géologiques. Le neurologue a déclaré que le comportement des animaux avant leur mort ressemblait à un effet sur le système nerveux central, peut-être un infrason ou une impulsion électromagnétique. Le spécialiste des phénomènes anormaux s'est montré plus prudent dans ses évaluations. Il a étudié des cas similaires dans différentes parties du monde, des endroits où des animaux mouraient en masse sans raison apparente, où des phénomènes naturels étranges étaient observés. Il a déclaré que la plupart de ces cas avaient finalement trouvé une explication rationnelle: pollution industrielle, maladies, anomalies climatiques. Mais certains cas sont restés inexpliqués. Il a mentionné la vallée de la mort en Yakoutie, où les habitants évitent une certaine zone en raison des morts fréquentes et inexplicables d'animaux et d'êtres humains. Il a mentionné un lac au Cameroun, où, en 1986, plus de 1700 personnes sont mortes subitement à cause d'un rejet de dioxyde de carbone provenant des profondeurs du lac. Il m'a suggéré de rassembler toutes les données disponibles sur l'histoire géologique de la région, en particulier sur ce qui s'est passé ici pendant et après la dernière période glaciaire. Il m'a également conseillé de parler aux anciens de la région, d'étudier leurs légendes et leurs traditions. Selon lui, les peuples autochtones conservent souvent la mémoire de phénomènes naturels que la science moderne n'a pas encore étudiés ou reconnus. J'ai décidé de suivre son conseil. Le lendemain, je suis allé voir Samuel, l'ancien du village, un homme d'environ 75 ans. Samuel était né ici. Sa famille vivait dans cette région depuis au moins 10 générations. Il connaissait les histoires locales mieux que quiconque. Je l'ai trouvé chez lui, en train de scier un morceau de bois pour fabriquer le châssis d'un traîneau traditionnel. Nous nous sommes salués. Je lui ai demandé si je pouvais lui parler d'une chose importante. Il a acquiescé et m'a proposé du thé. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et je lui ai parlé des animaux morts que j'avais trouvés, sans mentionner les enregistrements des caméras, car cela me semblait trop étrange, même pour moi. Samuel écoutait en silence, hochant parfois la tête. Quand j'eus terminé,
Il regarda longuement par la fenêtre, puis demanda « As-tu parlé à Nathan ?» Je répondis que oui, et que Nathan avait mentionné le mot « Nunalukatug ». Samuel grimaça en entendant ce nom. Nathan n'aurait pas dû prononcer ce mot à voix haute, mais puisqu'il l'a dit, cela signifie que la situation était grave. Il se leva, se dirigea vers l'armoire et en sortit un vieux livre relié en cuir. C'est le journal intime de mon grand-père. Il écrivait en anglais, même s'il parlait principalement notre langue. Il a appris à écrire auprès d'un missionnaire en 1922. Il contient des notes sur des événements étranges qui se sont produits dans cette région. Il ouvrit le livre à une page et commença à lire à haute voix, traduisant certaines parties qui étaient écrites en inupiaq. La note datait de juillet 1941. Le grand-père de Samuel racontait comment un groupe de chasseurs avait trouvé sur un glacier dans les montagnes les corps de 3 ours blancs, couchés en rang, la tête tournée vers le nord. Les ours étaient morts, mais leurs corps étaient frais, sans signe de décomposition, bien qu'ils aient été exposés au soleil pendant plusieurs jours. Les chasseurs n'ont pas touché au corps, considérant cela comme un mauvais présage, et sont retournés au village. Une semaine plus tard, ils sont revenus au même endroit et ont découvert que les corps avaient disparu. Il n'y avait aucune trace d'animaux qui auraient pu emporter les ours. Seules des taches sombres, là où les corps avaient gîté, restaient sur la glace, et ces taches ne pouvaient être lavées, ne fondaient même pas et ne disparaissaient même pas. Elles me restèrent sur le glacier jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à ce que la première neige tombe et les recouvre. Samuel a feuilleté quelques pages et a trouvé une autre note, datée d'août 1953. Son grand-père y racontait une conversation avec un vieux chaman qui lui avait raconté la légende de « celui qui vit dans les profondeurs ». Selon le chaman, il y a très longtemps, lorsque la terre était jeune et qu'il n'y avait pas encore de glace, vivaient ici des créatures qui n'étaient ni des animaux ni des plantes. Elles faisaient partie de la terre elle-même, de son souffle et de sa mémoire. Lorsque le grand froid est arrivé et que la glace a recouvert la terre, ces créatures se sont enfoncées de profondément sous les rochers et le pergélisol et se sont endormies. Mais elles ne sont pas mortes. Elles ont attendu que la glace disparaisse. La glace a disparu, mais les créatures ne se sont pas complètement réveillées. Elles sont restées dans les profondeurs, dormant la plupart du temps. Mais parfois, elles remontent près de la surface lorsque la terre change ou lorsque quelque chose les perturbe. Lorsqu'elles sont près de la surface, des choses étranges se produisent. Les animaux se comportent bizarrement, meurent dans des endroits inhabituels. Parfois, les gens voient des choses qui ne peuvent pas exister. Parfois, des gens disparaissent. Le chaman a dit au grand-père de Samuel que ces créatures ne peuvent pas être tuées, car elles ne sont pas tout à fait vivantes au sens habituel du terme. Elles ne peuvent pas être effrayées ou chassées, car elles ne comprennent pas la peur. Il est impossible de négocier avec elles, car elles ne pensent pas comme les humains ou les animaux. La seule chose à faire est de rester loin des endroits où elles apparaissent et d'attendre qu'elles retournent dans les profondeurs. J'ai demandé à Samuel s'il croyait à cette légende. Il a fermé le livre et m'a regardé très sérieusement. J'ai vécu ici toute ma vie. J'ai vu beaucoup de choses. Certaines peuvent s'expliquer, d'autres non. Ma grand-mère racontait que lorsqu'elle avait 12 ans, en 1938, elle avait vu la terre respirer. Elle était à la chasse avec son père et il s'était arrêté près d'un ruisseau. La terre près du ruisseau avait commencé à se soulever et à s'abaisser, comme la poitrine d'une personne endormie. Lentement, très lentement. Son père lui a dit de se taire et de ne pas bouger. Ils sont restés là pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que la terre cesse de respirer. Puis, ils sont rapidement partis et ne sont jamais revenus à cet endroit. Il s'est levé
et s'est approché de la fenêtre, regardant les montagnes. Vous me demandez si j'y crois. Je crois que la Terre ici est très ancienne, plus ancienne que nous ne pouvons le comprendre, et les choses anciennes ne meurent pas aussi facilement que nous le pensons. Elles restent sous une autre forme, dans un autre état. Parfois nous les remarquons, parfois non. Les animaux les sentent mieux que les humains. C'est pourquoi les animaux meurent les premiers. Je l'ai remercié pour ces informations et pour le thé. Alors que je m'apprêtais à partir, il m'a arrêté à la porte. Daniel, sois prudent. Si tu cherches cette chose, elle pourrait te remarquer. Et quand elle remarque quelqu'un, cette personne devient l'objet de son attention. Certaines personnes qu'elle a de remarquer ont disparu. Leurs corps ont ensuite été retrouvés dans des endroits étranges ou n'ont jamais été retrouvés. Je suis rentré chez moi avec un poids sur le cœur. La partie rationnelle de mon esprit rejetait toutes ces légendes et ces histoires comme des superstitions. Mais l'autre partie, celle qui avait vu les enregistrements des caméras et trouvé des animaux morts dans des endroits impossibles, savait que quelque chose de réel se passait. Quelque chose qui dépassait mon entendement, mais qui était tout à fait matériel et présent. Le soir, j'ai étudié les cartes géologiques de la région. La chaîne de montagnes Brooks s'est formée au Crétacé, il y a environ 120 millions d'années, à la suite d'une collision entre des plaques tectoniques. Sous les montagnes se trouvent des roches anciennes, datant de plus de 500 millions d'années, des schistes cambriens et des calcaires. Au cours de la dernière période glaciaire, qui s'est terminée il y a environ 12 000 ans, cette région était recouverte d'une couche de glace pouvant atteindre 2 km d'épaisseur. La glace exerçait une pression énorme sur le sol, déformant les roches et créant des cavités et des fissures souterraines. Lorsque la glace s'est retirée, la Terre a commencé à se soulever lentement, un processus qui se poursuit encore aujourd'hui. Cette région est géologiquement active, bien que de manière moins évidente que les zones volcaniques ou sismiques. On y observe de lents mouvements de roches, une activité microsismique et des changements dans les eaux souterraines. Ces processus pourraient-ils avoir une influence sur certaines formes de vie anciennes conservées dans les couches profondes? J'ai commandé un magnétomètre portable et un détecteur d'infrasons. Le matériel devait arriver dans une semaine. En attendant, je vérifiais les enregistrements des caméras tous les jours. Rien d'autre d'inhabituel n'est apparu. Le 14 novembre, un 6e incident s'est produit. Une fillette nommée Sarah, fille d'un des chasseurs locaux, est arrivée en courant dans le village. Elle avait 10 ans, elle étouffait et pleurait. Entre deux sanglots, elle m'a dit que son père, Joseph, n'était pas rentré de la chasse. Il était parti tôt le matin pour vérifier les pièges à lièvres dans la forêt au sud du village et devait rentrer pour le déjeuner. 6 heures s'étaient déjà écoulées. La nuit commençait à tomber et il n'était toujours pas rentré. J'ai réuni un groupe de recherche de 5 personnes, dont Nathan. Nous avons pris des motoneiges, des lampes, une trousse de premiers secours, un téléphone satellite et des fusées de détresse. La température était tombée à moins 15 degrés. Le vent s'était intensifié et une tempête de neige commençait. Nous avions au maximum 3 ou 4 heures de lumière. Puis, nous devrions chercher dans l'obscurité. Sarah nous a indiqué la direction dans laquelle son père était parti. Nous sommes partis en motoneige, en formant une chaîne à environ 50 mètres les uns des autres, en scrutant le terrain. Les traces de la motoneige de Joseph étaient bien visibles sur la neige fraîche tombée la veille. Nous l'avons suivi pendant environ 7 km jusqu'à ce que nous atteignions la zone où il posait habituellement ses pièges. La motoneige de Joseph était garée au bord d'une petite clairière, le moteur était froid. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni aucun signe indiquant que quelque chose avait mal tourné. Son sac à dos était posé sur le siège de la motoneige, contenant un thermos de thé refroidi, des sandwichs et des cartouches de rechange pour son fusil.
Le fusil lui-même était fixé sur la motoneige, chargé mais non utilisé. Les traces des bottes de Joseph menaient de la motoneige à la forêt. Nous les avons suivies. Les traces étaient nettes et profondes. Joseph marchait calmement, sans se presser, d'un pas de chasseur habituel. Après environ 200 mètres, nous avons trouvé le premier piège. Il était vide, il n'avait pas fonctionné. Ligne trace de continuer donc vers le piège suivant. Nous avons vérifié les 8 pièges que Joseph avait l'habitude de poser dans cette zone. Tous étaient vides. Les traces de ses bottes continuaient plus loin dans la forêt, dans une direction où il ne devait pas y avoir de piège. C'était étrange. Un chasseur expérimenté n'aurait pas erré sans but dans la forêt, surtout alors qu'une tempête de neige commençait. Nous avons suivi les traces pendant encore 1 kilomètre. La forêt devenait de plus en plus dense, les sapins poussaient de plus en plus près les uns des autres, et des amoncellements de neige ancienne s'étaient accumulés entre les troncs. La visibilité se détériorait à cause de la neige qui tombait et du crépuscule qui approchait. Nathan, qui marchait devant, s'est soudainement arrêté et a levé la main pour signaler aux autres de s'arrêter. Je m'approchai de lui. Il désigna silencieusement devant lui. À environ 30 mètres de nous, entre les arbres, se tenait Joseph. Il nous tournait le dos, parfaitement immobile, les bras pendants le long du corps. Je l'appelais. Aucune réaction. Nous nous approchâmes prudemment, les lampes torches à la main. Lorsque nous nous sommes approchés, j'ai vu que Joseph se tenait au milieu d'une calvitie parfaitement ronde, où la neige avait complètement fondu, laissant apparaître la terre sombre. Le diamètre de la calvitie était d'environ 4 mètres. La terre à l'intérieur du cercle était complètement noire, comme carbonisée, bien qu'il n'y ait pas d'odeur de brûlé. La frontière entre la neige blanche et la terre noire était nette, comme tracée au compas. Joseph se tenait exactement au centre du cercle. Je l'ai appelé à nouveau, plus fort. Il a lentement commencé à se retourner. Son mouvement était mécanique, artificiel, comme si son corps bougeait sans qu'il le veuille. Lorsqu'il s'est tourné vers nous, j'ai vu ses yeux. Ils étaient ouverts, mais son regard était vide, absent. Ses pupilles étaient dilatées au maximum. On ne voyait presque pas l'iris. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement bleutées. Je fis un pas en avant, vers le bord du cercle, mais Nathan m'attrapa par la manche et me tira brusquement en arrière. « N'entre pas dans le cercle », dit-il doucement, mais avec insistance. Je me retournai vers lui. Son visage était tendu, ses yeux grands ouverts. Je n'avais jamais vu Nathan effrayé, mais à cet instant, il l'était clairement. Joseph fit un pas en avant, vers le bord du cercle, puis un autre. Ses mouvements étaient lents, traînants. Lorsque son pied franchit la limite du cercle et toucha la neige, il trébucha soudainement et tomba à genoux. Nous nous précipitâmes vers lui et le tirâmes hors du cercle. Il était lourd, inerte, comme un sac de sable. Nous l'avons allongé sur la neige et j'ai vérifié son pouls. Son rythme cardiaque était très lent, environ 40 battements par minute, et sa respiration était superficielle. Sa peau était froide au toucher, mais pas au point de parler d'hypothermie. Sa température corporelle semblait normale sous ses vêtements. Je lui ai tapoté les joues pour essayer de le ramener à la conscience. Ses yeux se sont lentement focalisés. Il m'a regardé, mais semblait ne pas me reconnaître. 2 hommes de l'équipe de recherche ont transporté Joseph jusqu'aux motoneiges sur une civière improvisée faite de branches et de cordes. Je suis resté avec Nathan pour examiner le cercle. J'ai sorti mon appareil photo et j'ai pris des photos sous différents angles. Nathan se tenait à une dizaine de mètres, sans s'approcher. Je me suis penché prudemment au-dessus du bord du cercle, en essayant de ne pas marcher à l'intérieur, et j'ai prélevé un peu de terre noire avec une cuillère en plastique pour la mettre dans un tube à essai. La terre était meuble, légèrement humide, et semblait avoir la même température que le sol environnant. Aucune odeur,
Aucune inclusion visible, ni aucune caractéristique inhabituelle. Juste un sol sombre, presque noir. Je me suis relevé et j'ai examiné attentivement le cercle à une distance sûre. Au centre, là où se tenait Joseph, la terre était particulièrement sombre, presque comme du charbon. Du centre vers les bords, des lignes ou des rainures à peine visibles s'étendaient radialement, comme les rayons d'une roue. Il y avait 12 lignes au total, espacées de manière régulière. Cela ne pouvait pas être une formation naturelle. Nathan s'approcha, mais resta à l'extérieur du cercle. Il s'accroupit pour examiner le motif. « C'est comme un seau », dit-il doucement. Les anciens parlaient only de seaux, des endroits où ce qui vit sous terre touche la surface. Laisse une marque, les gens ne doivent pas entrer dans ces endroits. Je lui demandai ce qui se passerait si on y entrait. Nathan secoua la tête. Différentes choses. Parfois, la personne meurt, tout simplement. Parfois, elle devient différente. Elle oublie qui elle est, ou elle fait des choses étranges, ou elle part et ne revient pas. Il regarda dans la direction où Joseph avait été emmené. Il est entré dans le cercle. C'est mauvais, très mauvais. Nous sommes retournés au motoneige. Joseph avait déjà été chargé. Il était allongé, enveloppé dans une couverture thermique, les yeux fermés. Son pouls et sa respiration restaient faibles, mais stables. Nous sommes rapidement retournés au village. La tempête de neige s'intensifiait, la visibilité était presque nulle sur les 3 derniers kilomètres du trajet. Dans le village, il y avait un petit centre médical où travaillait une infirmière nommée Elisabeth. Elle examina Joseph, prit sa température, sa tension, vérifia ses réflexes. Sa température corporelle était de 36,2 degrés Celsius, légèrement inférieure à la normale, mais pas critique. Sa tension était basse, 80. Ses réflexes étaient ralentis, et la réaction de ses pupilles à la lumière était lente. Elle ne pouvait pas expliquer son état. Cela ne ressemblait pas à un refroidissement, un choc, un empoisonnement, ou tout autre état qu'elle avait déjà rencontré. J'ai appelé l'hôpital de Fairbanks et décrit les symptômes. Le médecin a dit que cela pouvait être une forme de trouble neurologique, peut-être un accident vasculaire cérébral ou une attaque ischémique transitoire. Il a recommandé une évacuation par hélicoptère pour un examen complet. Mais la tempête faisait déjà rage. La visibilité était nulle. Le vent atteignait 30 mètres par seconde. Aucun hélicoptère ne pouvait voler dans de telles conditions. Nous étions coupés du monde au moins jusqu'au matin, voire pour plusieurs jours, si la tempête ne s'apaisait pas. Joseph a été laissé à l'infirmerie sous surveillance. Elisabeth lui a posé une perfusion de solutions salines et de glucose pour soutenir son organisme. Je suis resté avec elle pour surveiller l'état du patient. Vers minuit, Joseph a ouvert les yeux. Il a regardé le plafond, puis a lentement tourné la tête vers moi. « Où suis-je » a-t-il demandé. Sa voix était rauque, faible. Je lui ai expliqué qu'il était à l'infirmerie, que nous l'avions trouvé dans la forêt. Il a froncé les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir. Je vérifiais les pièges. Puis, j'ai entendu quelque chose, un bruit très grave, comme un grondement. Il venait du sol. Je suis allé voir d'où il venait. Il s'est tu, a fermé les yeux. J'ai attendu, puis j'ai demandé ce qui s'était passé ensuite. Il a rouvert les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai trouvé l'endroit où le son était le plus fort, un cercle sur le sol, un cercle noir. Je savais que je ne devais pas y entrer. Quelque chose en moi me disait « n'entre pas ». Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mes jambes bougeaient toutes seules. J'ai fait un pas dans le cercle. Et alors, il s'est tu à nouveau, le visage marqué par une profonde confusion et une grande peur. Je n'étais pas seul, il y avait quelqu'un d'autre dans le cercle. Je ne voyais personne, mais je le sentais. Quelque chose de très grand, de très ancien. C'était partout autour de moi, sous la terre, dans l'air. Ça me regardait, pas avec des yeux, d'une autre manière.
Il regardait à l'intérieur de moi, voyait tout, mes pensées, mes souvenirs, tout ce que je suis. Et il était affamé, pas affamé comme un animal, affamé comme un vide qui veut être comblé. Élisabeth prit à nouveau sa tension, qui était montée à 90-60, ce qui était mieux. Son pouls d'homme s'était également accéléré, atteignant 55 battements. Joseph poursuivit. « Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté là. Cela m'a semblé une éternité, mais ce n'était peut-être que quelques minutes. Je sentais quelque chose m'attirer vers le bas, vers la terre. Pas physiquement, mais autrement. Comme si mon âme, en quelque sorte, elle m'attirait vers le bas. Et j'ai compris que si je ne m'en sortais pas, je serais complètement aspiré et je disparaîtrais. Je deviendrais une partie de cette chose. » Je lui ai demandé comment il avait réussi à s'en sortir. Il a secoué la tête. « Je n'ai pas pu. J'ai essayé de bouger, mais je n'ai pas pu. Puis j'ai entendu des voix, vos voix, et soudain, j'ai pu bouger à nouveau. Comme si l'attention de cette chose s'était détournée, me laissant tranquille pendant une seconde. J'ai fait un pas vers le bord du cercle, et puis je suis tombé, et tout est devenu noir. » Il a regardé ses mains, serrant et desserrant lentement les doigts, comme pour vérifier qu'elles lui appartenaient toujours. Je me sens bizarre, comme si une partie de moi était encore là-bas, dans ce cercle, comme si je n'étais pas entièrement ici. Il m'a regardé avec désespoir dans les yeux. Qu'est-ce que c'était, Daniel? Qu'y avait-il là-bas, dans le sol? Je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais pas lui donner d'explication rationnelle, car je n'en avais pas. À la place, je lui ai dit que nous allions comprendre, que nous allions mener des recherches, trouver des réponses. Mais au fond de moi, je commençais déjà à comprendre que certaines choses ne pouvaient s'expliquer par des moyens scientifiques habituels. La tempête a duré 3 jours. Pendant ce temps, l'état de Joseph s'est lentement amélioré. Sa tension s'est normalisée, ses réflexes se sont rétablis, il pouvait marcher et parler normalement. Mais quelque chose en lui avait changé. Il était devenu silencieux, renfermé, regardait souvent par la fenêtre, en direction de la forêt, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Le 4e jour, la tempête s'est calmée. J'ai immédiatement contacté Fairbanks et demandé l'évacuation de Joseph pour un examen médical complet. L'hélicoptère est arrivé 2 heures plus tard. Avant le départ, Joseph s'est approché de moi et m'a dit doucement « Il est toujours là, je le sens. Il ne dort plus. Quelque chose l'a réveillé et maintenant il a faim. Sois prudent, Daniel, ne va pas seul dans la forêt. » Après son départ, je suis retourné à l'analyse des données collectées. J'ai envoyé des échantillons de terre noire provenant du cercle à 3 laboratoires différents pour analyse, à Fairbanks, à Anchorage et à un laboratoire géochimique spécialisé de l'Université d'Alaska. J'ai également envoyé tous les enregistrements des caméras, les photos et les descriptions détaillées de chaque incident au groupe de chercheurs avec lequel Robert travaillait. Les résultats de l'analyse du sol sont arrivés 1 semaine plus tard. Les des 3 laboratoires ont rapporté à peu près la même chose. Le sol avait une composition normale pour cette région, à savoir un mélange de résidus organiques, de particules minérales et de traces d'azote et de phosphore. La seule anomalie était une concentration inhabituellement élevée de carbone sous une forme que les laboratoires ont décrite comme une matière organique amorphe d'origine indéterminée. L'un des laborantins a écrit dans ses commentaires que la structure moléculaire de ce carbone ne correspondait à aucune source biologique ou géologique connue. Le magnétomètre et le détecteur d'infrasons que j'avais commandés sont enfin arrivés. J'ai pris l'équipement et je suis retourné au cercle où Joseph avait été trouvé. Le cercle était toujours là, noir sur la neige blanche, net et inchangé. J'ai installé les appareils sur le périmètre, à 5 mètres du bord,
et j'ai commencé à enregistrer les données. Le champ magnétique dans la zone du cercle était étrange. Il n'était pas simplement anormal, il fluctuait. La valeur standard pour cette région était d'environ 55 000 nanotesla. À l'intérieur du cercle, les lectures variaient entre 40 et 70 000 nanotesla à une fréquence d'environ 17 secondes. Cette oscillation était trop régulière pour être naturelle et trop forte pour être causée par des processus géologiques habituels. Le détecteur d'infrasons indiquait un signal constant à basse fréquence d'environ 8 Hz, inférieur au seuil de l'audition humaine, mais suffisamment puissant pour provoquer des effets physiologiques. Les infrasons de cette fréquence peuvent affecter l'appareil vestibulaire, provoquer de l'anxiété, une désorientation et, dans certains cas, des hallucinations. Une exposition prolongée peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. J'ai enregistré les données de pendant 3 heures. Les schémas se répétaient avec une précision presque parfaite. Oscillation magnétique d'une période de 17 secondes. Signal infrasonore de fréquence et d'amplitude constante. Cela ne ressemblait pas à un phénomène naturel. La nature crée rarement des schémas aussi réguliers et répétitifs. En rangeant mon équipement, j'ai remarqué que la neige autour du cercle avait commencé à fondre, alors que la température était restée à moins 12 degrés. Le cercle s'était agrandi d'environ 20 cm depuis ma première visite une semaine auparavant. La terre noire s'étendait lentement vers l'extérieur. Je suis immédiatement retourné au village et j'ai convoqué une réunion avec le chef de la communauté, Samuel, et plusieurs anciens. J'ai expliqué la situation aussi honnêtement que possible, sans mentionner les légendes ou le surnaturel, mais en décrivant les faits. Les étranges découvertes d'animaux morts, les cercles sur le sol, l'incident avec Joseph, les données anormales des instruments. J'ai recommandé d'évacuer le village jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. La réaction a été mitigée. Les jeunes et ceux qui avaient reçu une éducation moderne étaient à moitié prêts à partir, mais les anciens refusaient. Samuel a dit « Nos ancêtres ont vécu ici pendant 10 000 ans. Ils connaissaient cette chose. Ils ont appris à coexister avec elle. Partir, c'est admettre notre défaite. C'est abandonner notre terre. » J'ai essayé d'expliquer qu'il s'agissait d'une question de sécurité, que nous ne comprenions pas à quoi nous avions affaire. Mais l'un des anciens, un homme du nom de Thomas, très âgé, presque nonagénaire, a dit quelque chose qui m'a fait taire. « Tu penses que c'est la première fois ? Cela s'est déjà produit auparavant, en 1870, quand mon arrière-grand-père était jeune. En 1790, d'après les récits de son grand-père. À chaque fois, les gens paniquaient, voulaient s'enfuir. Mais les anciens disaient « Attendez, ça passera. » La chose se réveille, bouge un peu, puis se rendort. Si on ne la touche pas, si on n'attire pas son attention, elle ne fait pas de mal. J'ai demandé combien de temps cela durait généralement. Thomas a haussé les épaules. 1 mois, 2, parfois plus. Cela dépend de la raison pour laquelle elle s'est réveillée. Quelque chose change dans le sol, quelque chose la dérange. Lorsque le changement passe, elle se calme. Après la réunion, je suis resté éveillé toute la nuit à étudier tous les documents que j'avais rassemblés. Les cartes des découvertes, les enregistrements des caméras, les données des instruments, les analyses des tissus animaux, les dossiers médicaux de Joseph, les notes historiques du journal de grand-père Samuel, les données géologiques de la région. J'ai tout étalé sur une grande table, essayant d'avoir une vue d'ensemble. Et peu à peu, le tableau a commencé à se dessiner. Tous les incidents s'étaient produits dans un rayon d'environ 30 km autour du village. Tous les cercles sur le sol étaient alignés sur une ligne presque parfaitement droite, s'étendant du nord-ouest au sud-est. La ligne passait exactement par une faille géologique, indiquée sur les cartes comme « faille d'Anaktuvuk », une ancienne fissure dans la croûte terrestre vieille de plus de 100 millions d'années.
La faille s'enfonçait à plusieurs kilomètres de profondeur. Au cours de la dernière période glaciaire, la glace avait rempli cette fissure, exerçant une pression énorme sur elle. Lorsque la glace s'était retirée, la faille avait commencé à s'ouvrir lentement et la terre s'était soulevée. Ce processus avait créé des cavités souterraines, des fissures et des canaux, des conditions idéales pour quelque chose qui vit ou existe dans les profondeurs. Je me suis souvenu des paroles du chaman dans les notes de grand-père Samuel. Ils sont partis loin, sous les pierres et le père Gélisol. La faille était l'endroit idéal pour un tel refuge, profonde, protégée des changements en surface, reliée aux couches profondes de la terre. Mais qu'est-ce qui pouvait bien exister là-bas? Quelle forme de vie pouvait survivre à des millions d'années, à des périodes glaciaires, à des changements tectoniques? Rien dans la biologie connue ne répondait à ces critères. Même les micro-organismes les plus anciens trouvés dans le pergélisol avaient au maximum quelques centaines de milliers d'années et étaient en état d'hibernation et non de vie active. À moins que... Je me suis souvenu d'un cours que j'avais suivi il y a de nombreuses années lorsque j'étais à l'université. Le professeur de biologie avait évoqué l'hypothèse d'une biosphère cachée, l'idée que des formes de vie basées sur des principes biochimiques totalement différents de ceux de tous les organismes connus pouvaient exister sur Terre. Une vie qui utilise d'autres molécules à la place de l'ADN, d'autres voies métaboliques, existant dans des conditions extrêmes où la vie normale est impossible. Si une telle forme de vie existait, elle pourrait être invisible pour les méthodes habituelles de recherche biologique. Elle ne laisserait pas de traces typiques et ne réagirait pas aux tests habituels. Elle serait tellement étrangère que nous pourrions même ne pas la reconnaître comme une forme de vie. J'ai envoyé cette hypothèse à Robert avec toutes les données recueillies. La réponse est arrivée 2 jours plus tard. Il m'a écrit qu'il avait montré les documents à un groupe d'astrobiologistes, des scientifiques qui étudient les formes possibles de vie extraterrestre. Leur réaction a été inattendue. L'une d'entre eux, une professeure nommée Margaret de l'Institut d'astrobiologie de la NASA, a demandé la permission de se rendre à Anak-Tuvuk Pass pour mener ses propres recherches. Elle est arrivée le 29 novembre avec 2 assistants et 3 caisses de matériel scientifique. Margaret était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard vif et pénétrant. Autour d'un café dans mon bureau, elle m'a expliqué son intérêt. Nous recherchons des signes de vie sur d'autres planètes en utilisant nos critères terrestres. Eau, carbone, certaines plages de température. Mais que se passerait-il si la vie pouvait exister sous des formes que nous ne savons pas reconnaître? Certains d'entre nous pensent que même sur Terre, il pourrait exister de telles formes, vivant parallèlement à nous, inaperçues, car trop différentes de tout ce que nous connaissons. Elle a sorti sa tablette et m'a montré une image. Voici le Physarum polycéphalum, un organisme unicellulaire sans cerveau, sans système nerveux. Mais il peut résoudre des labyrinthes, trouver des chemins optimaux et même mémoriser des informations sur son environnement. Il montre des signes d'intelligence sans les structures que nous considérons comme nécessaires à l'intelligence. Elle a montré une autre image, une microphotographie de structures cristallines. Ce sont des fulgurites, des traces fossilisées de la foudre dans le sable. Elles forment des motifs complexes, presque biologiques. Certains chercheurs suggèrent que la frontière entre le vivant et le non-vivant pourrait être plus floue que nous le pensons. Il pourrait exister des formes d'organisation de la matière qui présentent les propriétés de la vie, mais qui sont basées sur des principes complètement différents. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ce que nous avions découvert ici. Elle y est restée longtemps silencieuse, regardant les montagnes par la fenêtre. Honnêtement, je pense que vous avez trouvé quelque chose d'ancien, quelque chose qui était là avant l'apparition de la vie moderne.
Il s'agit peut-être d'un vestige de la Terre primitive, lorsque les conditions étaient complètement différentes, ou bien d'une branche évolutive qui s'est développée séparément, isolée dans les profondeurs de la Terre. Si c'est vrai, c'est la découverte biologique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Nous avons passé les 3 jours suivants à collecter des échantillons et des données sur tous les sites où des incidents s'étaient produits. Margaret et son équipe ont travaillé méthodiquement, utilisant des équipements que je n'avais jamais vus auparavant. Des spectromètres capables d'analyser la composition chimique au niveau moléculaire, des capteurs enregistrant les changements les plus infimes dans les champs électromagnétiques, des appareils permettant de détecter des formes exotiques de rayonnement. Le 6 décembre, nous sommes retournés au cercle où nous avions trouvé Joseph. Le cercle avait encore grandi. Son diamètre était désormais d'environ 7 mètres. La limite continuait de s'étendre, d'environ 5 à 7 cm par jour. À l'intérieur du cercle, le sol était complètement noir, meuble, sans aucune plante ni aucun insecte. Margaret a installé une foreuse portable à 10 mètres du bord du cercle et a commencé à prélever des échantillons de sol à différentes profondeurs. À une profondeur d'un demi-mètre, le sol était normal. À 1 mètre, de fines veines noires ont commencé à apparaître. À 2 mètres, le sol était complètement noir, semblable à celui qui se trouvait à la surface du cercle. Elle a prélevé un échantillon de ce sol noir à 2 mètres de profondeur et l'a placé sous un microscope directement sur le terrain. Je regardais à travers le deuxième oculaire. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Des fils bougeaient dans le sol. Des milliers de fils noirs très fins, d'une épaisseur ne dépassant pas quelques de micromètres, s'entremêlaient, se séparaient, se rejoignaient à nouveau. Le mouvement était lent, mais déterminé. Il formait des motifs qui changeaient constamment, créant des structures de plus en plus complexes. « Cela ressemble au mycélium des champignons, » dit Margaret à voix basse. « Mais ce ne sont pas des champignons. L'analyse chimique montre une composition complètement différente. C'est quelque chose d'autre. » Elle préleva un échantillon et le plaça dans un conteneur isolé pour une analyse plus approfondie en laboratoire. Nous avons ensuite foré encore plus profondément. 3 mètres, 4, 5. À 5 mètres, le sol était complètement imprégné de ces filaments. Ils formaient un réseau dense, presque un tissu. Et tout ce réseau pulsait lentement, se dilatant et se contractant à une fréquence d'environ 17 secondes. Le même intervalle que les oscillations magnétiques. « C'est un réseau, » a dit Margaret. « Un immense réseau souterrain qui relie tous ces cercles à la surface. Ce ne sont pas des phénomènes isolés, mais les manifestations d'un seul organisme ou système. Quelque chose qui vit sous terre et touche parfois la surface. » Je me suis souvenu du nom donné par Nathan, Nunalukatug, ce qui marche sous terre, mais qui n'est pas la terre. Les anciens le savaient. Ils l'ont observé pendant des siècles, lui ont donné un nom, ont créé des légendes, mais ils n'en comprenaient pas la véritable nature. Le lendemain, un dernier événement a tout changé. Le 7 décembre, à 3 heures du matin, tous les sismographes dans un rayon de 200 km ont enregistré un signal étrange. Ce n'était pas un tremblement de terre. Les vibrations étaient trop régulières, trop organisées. Le service géologique de Fairbanks l'a classé comme tremblement harmonique d'origine inconnue. Dans le village, tout le monde s'est réveillé à cause d'un grondement sourd provenant du sol. C'était le même infrason que les appareils avaient enregistré, mais il était désormais si puissant qu'il était non seulement audible, mais aussi physiquement perceptible. La vibration traversait le corps, faisait résonner les os, provoquait des vertiges et des nausées. Je me suis précipité dans la rue avec Margaret et son équipe. Le ciel était clair. C'était une nuit polaire. La température était de moins 25 degrés. Les aurores boréales dansaient au-dessus des montagnes, créant des motifs fantaisistes de lumière verte et violette.
Et puis, nous avons vu cela. De tous les cercles que nous avions découverts dans la forêt, s'élevaient des colonnes, de quelque chose. Ce n'était ni de la fumée, ni de la vapeur. Cela ressemblait davantage à une distorsion de l'air, comme un mirage thermique, mais visible dans l'obscurité grâce aux aurores boréales. Les colonnes s'élevaient à une hauteur d'environ 20 à 30 mètres, tournant lentement sur elles-mêmes. Le grondement a duré exactement 17 minutes. Puis, il s'est arrêté brusquement, les colonnes ont disparu, et un silence absolu s'est installé. Même le vent s'était calmé. Il y avait quelque chose d'effrayant dans ce silence, comme si le monde entier retenait son souffle. Margaret se tenait à côté de moi, tenant dans sa main un appareil qui enregistrait en continu des données. Elle regarda l'écran et pâlit. « Daniel, c'était un message, je ne comprenais pas. » Elle me montra l'écran. Il y avait un graphique des fluctuations magnétiques pendant l'événement. Les fluctuations formaient un motif complexe, à plusieurs niveaux, mais certainement pas aléatoire. C'était une structure, une séquence, presque comme un code. Il communique, a dit Margaret, ou il s'annonce, ou il marque son territoire. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas simplement un processus physique, c'est une action délibérée. À partir de ce moment, tout a changé. Les cercles ont cessé de s'étendre, les infrasons ont cessé. Les anomalies de magnétique y se sont stabilisées. On ne trouvait plus d'animaux morts. Les caméras de surveillance n'enregistraient rien d'inhabituel. C'était comme si ce qui vivait sous terre avait fait ce qu'il voulait faire et était retourné se reposer. Margaret a emporté les échantillons dans son laboratoire en Californie. Elle a promis de les analyser en détail et de me tenir au courant. Ses derniers mots avant son départ ont été « Nous allons étudier cela pendant des années, des décennies, ce n'est que le début. Mais souvenez-vous, cette créature, ce système ou quoi que ce soit d'autre n'est pas hostile. Elle existe tout simplement. Elle fait ce qu'elle fait depuis des millions d'années. C'est nous qui avons envahi son monde, pas l'inverse. » Au moment où j'écris ce rapport, 3 semaines se sont écoulées depuis les événements de cette nuit-là. La vie dans le village était revenue à la normale. Joseph est sorti de l'hôpital, les médecins n'ont détecté aucun problème de santé à long terme, même s'il se réveille encore parfois, la nuit, en disant qu'il entend ce grondement. Les cercles dans la forêt se recouvrent progressivement de végétation. La mousse recommence à pousser, même si le sol à l'intérieur reste plus sombre qu'à l'extérieur. Je continue à vérifier les caméras, à collecter des données, à documenter chaque détail. Mais je sais que nous ne parviendrons peut-être jamais à tout comprendre. Certaines choses sont trop anciennes, trop étrangères pour que notre esprit puisse les appréhender pleinement. Les anciens du village ne sont pas surpris. Samuel m'a dit l'autre jour, simplement et calmement. La terre est vieille, elle se souvient du temps qui nous a précédés, et elle se souviendra aussi de ce qui nous succédera. Nous ne sommes que des invités ici, des invités de passage. Parfois, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je sors dans la rue et je regarde les montagnes. Je pense à ce qui se trouve là-bas, dans les profondeurs, sous des kilomètres de roches et de glace, au réseau de fils noirs qui traversent la terre, vivant sa vie lente et ancienne. Au fait que ce n'est pas le seul endroit de ce genre sur la planète. Il y en a sûrement d'autres, dans des régions reculées, où le monde moderne n'est pas encore arrivé. Et je pense à l'avenir. Le monde change, il se réchauffe, la glace fond, le pergélisol dégèle. Que se passera-t-il lorsque les couches profondes de la Terre, gelées depuis des millions d'années, commenceront à s'ouvrir? Qu'est-ce qui se réveillera encore? Qu'est-ce qui remontera à la surface? Je reste ici, à Anaktuvuk Pass, et je continue mon travail. Policier dans un petit village à la lisière de la nature sauvage de l'Arctique. Mais maintenant, je sais que je ne protège pas seulement les gens contre les dangers habituels. Je surveille la frontière entre notre monde et quelque chose de beaucoup plus ancien
qui vit sous nos pieds. Je surveille et j'attends, parce que tôt ou tard, cela se réveillera à nouveau. Et la prochaine fois, peut-être que cela se réveillera pour de bon.